Bonjour tout le monde, bienvenue aux Instituts d'hiver 2025 du Centre Franco. Mon nom est Louis Hull et je suis très heureux de vous souhaiter la bienvenue aujourd'hui à la formation qui a comme titre La lecture enrichie. En plus, laissez-moi vous présenter notre formatrice aujourd'hui. Il s'agit de Josiane Roy. Alors, bienvenue à toi, Josiane. Merci. Quelques consignes avant d'aller plus loin. Veuillez noter que cette formation est enregistrée et qu'elle sera rendue disponible au cours des prochaines semaines sur le site Internet du Centre Franco. Au cours de la formation, vous allez constater que vous avez accès à votre micro ainsi qu'à la boîte de clavardage. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des commentaires ou encore des questions, à utiliser soit le micro ou la boîte de clavardage. Enfin, nous aimerions remercier le ministère de l'Éducation qui, grâce à son financement, permet cette formation aujourd'hui. Alors voilà, c'est tout pour les consignes. Eh bien, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente formation aujourd'hui. Et puis, Josiane, c'est à toi. Merci beaucoup, Louis. Donc, bonjour tout le monde. Comme Louis l'a dit, mon nom est Josiane Roy, puis je suis une orthophoniste pour le Conseil scolaire public du Nord-Est de l'Ontario. Avant de commencer cette formation, je vous demanderai de remplir un formulaire des présences. Je vais aussi mettre le lien dans le chat dans quelques secondes, puis après ça, on va pouvoir commencer. Donc, je vais vous laisser 1 ou 2 minutes pour vous permettre de répondre au formulaire. Si vous avez des défis techniques, faites-moi savoir, mais il y a le code QR à l'écran. Puis, j'ai aussi mis le lien dans le chat. J'espère que ça fonctionne. La dernière fois que je l'ai balayé, ça fonctionnait. Oui, Louis me fait signe que oui. OK, super. Donc, je vous donne un petit 30 secondes pour vous permettre de le remplir. Puis ensuite, on commence avec l'information. Ça va? On peut y aller? OK, on va commencer. Super. J'ai aussi mis un code QR qui vous donne accès à ma présentation d'aujourd'hui. Ma présentation, je l'ai créée sur Canva. Donc, vous allez avoir accès à la plateforme Canva directement à ma présentation. Je peux aussi vous mettre, ce que je vais faire, je vais vous mettre une capture d'écran du code QR dans le clavardage. Donnez-moi 30 secondes. OK, voilà, copier. Je vous mets dans le clavardage. Et ça, c'est pour accès je vais vous écrire, à la présentation. Donc, plus tard, par la suite, si vous voulez aller voir certains concepts, vous aurez accès à la présentation telle qu'elle est sur le site de Canva. Donc, avant de se lancer dans la lecture interactive enrichie, j'aimerais faire la reconnaissance du territoire. Donc, nous remercions les peuples autochtones pour le partage de ces territoires où nous nous retrouvons, connus sous le nom de l'Ontario, dérivé du terme Mohawk, lac magnifique, pour Ontario. Nous reconnaissons que ces terres partagées par les peuples autochtones nous donnent toutes les richesses dont nous avons besoin. Nous reconnaissons les générations qui l'ont parcouru, ceux qui la parcourent présentement et ceux qui la parcourront. Les appels à l'action du rapport de la Commission de la vérité et de la réconciliation nous parlent de l'importance de l'éducation à comprendre notre passé et le territoire sur lequel nous habitons, afin que nous puissions cheminer ensemble dans un esprit uni. Donc, voilà. OK, pour commencer, donc, j'aimerais me présenter. Donc, comme j'ai dit, mon nom est Josiane Roy. Je suis une orthophoniste depuis 2020, œuvrant avec la population scolaire. Puis, la réussite des élèves en communication orale et en langage écrit me tient à cœur. Je veux aussi vous donner un petit peu d'informations. Je suis une personne assez active et assez impliquée. Donc, mes passe-temps, je les ai mis en images. Mais donc, j'adore cuisiner. La popote, j'adore. J'aime bien coudre et tricoter. Faire du ski de fond pendant l'été parce que j'habite dans le nord de l'Ontario. Donc, il faut profiter de cette longue saison hivernale.
Puis, je fais du patinage artistique plutôt synchronisé. Donc, je fais du patinage synchronisé avec une équipe de femmes ici dans ma communauté. Donc, un petit aperçu de qui je suis, mes passe-temps et depuis quand que je dans ce domaine. Donc, c'est certain que là, j'apprécierais que vous ouvrez vos caméras si vous pouvez vous le permettre. Je comprends qu'on est après les heures de travail, puis des fois, ça peut être un temps occupé. Mais j'aimerais apprendre à vous connaître et savoir les gens avec qui je vais collaborer probablement pour la prochaine heure, heure et demie. Donc, s'il y en a qui veulent prendre le micro, se présenter dans la boîte de clavardage, peut-être juste me donner une idée de votre profession, le milieu où vous œuvrez, j'apprécierais. Ça me permettrait de savoir avec qui je jase ce soir. Donc, je sais pas. Je vais commencer, Josiane, pour donner le ton à tout le monde, puis je vais encourager tout le monde aussi à le faire. Alors, ben moi, je me suis présenté tantôt. Mon nom, c'est Louis Hull. Moi, je suis une direction d'école à la retraite qui travaille pour le Centre Franco. Je suis responsable principalement de la programmation des instituts, des conférences, et puis il y a absolument, cette année, depuis l'année passée, il y a une nouveauté. Ce sont des balados avec des passionnés comme vous de pédagogie. Et puis, alors donc, vous allez sur le site et puis vous pouvez entendre les entretiens, les balados que j'ai eus avec ces personnes qui sont incroyables. Et puis, aujourd'hui, j'ai eu le bonheur, je vous donne un scoop, là. J'ai eu le bonheur aujourd'hui d'enregistrer un balado qui va sortir au mois de mars avec Martin Laporte, qui fait partie du groupe Improtéine. Donc, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais en tout cas, c'était un entretien sur l'animation culturelle. Donc, voilà pour Merci. moi. Bienvenue parmi nous, Louis. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Kim? Oui. Je suis enseignante à l'élémentaire. Je suis dans ma 25e année d'enseignement, puis je trouve que on peut toujours apprendre quelque chose de nouveau. Puis notre conseil récemment a commencé à introduire la lecture interactive enrichie avec notre cycle primaire au lieu de préparatoire. Comme on le fait quand OK. même au préparatoire, mais on l'introduit maintenant aux autres niveaux. Puis là, j'aimerais savoir si je vais apprendre quelque chose de nouveau pour ajouter à ce que j'ai déjà. Donc, oui, Ah, mais j'espère. Puis on va parler du cycle primaire plus vers la fin. Fait que, OK. inquiète-toi pas, on va s'y rendre. Euh, quelqu'un d'autre? Je vais y aller, j'ai levé les mains, mais je Oui. vais y aller. Alors, moi, c'est Jemila. Je suis vraiment désolée de ne pas pouvoir ouvrir ma caméra. L'environnement dans lequel je suis ne me le permet pas, mais je suis vraiment désolée pour ça. Donc, c'est ça, je suis enseignante au préscolaire, au CPO. J'enseigne depuis une dizaine d'années au préscolaire. Et donc, honnêtement, j'en ai entendu parler de la lecture enrichie, interactive enrichie, mais c'est la première fois que j'assiste à une formation. Donc, je pense que j'ai beaucoup à apprendre aujourd'hui. Super, ben, bienvenue parmi nous. Et à toi aussi, Merci. Kim, désolée. Ouais, bienvenue à cette conférence. Moi, je m'appelle Cindy, je suis conseillère pédagogique de l'éducation spécialisée au Conseil scolaire public du Nord-Est. Bienvenue parmi nous. À toi aussi. Donc, j'ai vu quelque chose dans le chat aussi. Jasmine, enseignante ressources EED, super, à l'École catholique Sainte-Anne d'Ottawa, passionnée de la lecture, travaille avec les élèves nouveaux arrivants. On va toucher certains concepts aussi pour les élèves PANA, nouveaux arrivants, comment on peut les appuyer. Puis, les rencontres de parents, OK, il n'y a pas de problème. Parfait. Donc, bienvenue. Et est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut prendre la parole avant qu'on continue? Sinon, on y va, on se lance. Donc, comme discuté auparavant, on va parler de la lecture interactive enrichie. Puis, je vais souvent y faire référence comme la LIE. Donc, pour raccourcir mes mots, sauver ma salive pour la soirée, LIE pour aujourd'hui. Donc, oh, désolée. Ma prochaine question était pour être qui connaît la lecture interactive enrichie, mais vous me l'avez souvent dit ou expliqué quand je vous ai demandé
qui vous étiez un petit peu. Donc, merci. Est-ce quelqu'un qui veut ajouter quelque chose à ça? Ça, je pense que vous la connaissez déjà. On entend beaucoup parler là, de plus en plus dans le monde de l'éducation. Donc, je vais vous parler un petit peu de nos résultats d'apprentissage pour aujourd'hui. Donc, on va parler premièrement de la LIE maternelle jardin, donc plus le cycle préparatoire, les composantes qui sont inclus dans la LIE, la mise en œuvre. On va faire un petit essai pratique ensemble, les bienfaits de la LIE. On va aussi parler de ce qu'en dit la recherche, parce qu'il y a bien de la recherche qui a été faite là-dessus. Ensuite, on va parler de la LIE primaire, donc la mise en œuvre. On va aussi faire une petite pratique, puis on va parler d'exemples qu'on peut faire de LIE primaire. Ensuite, les fonctions exécutives sont un sujet très chaud dernièrement dans le monde de l'éducation. Donc, je fais un lien entre la LIE et les fonctions exécutives. Puis ensuite, on va parler du programme cadre et la LIE, comment elle s'intègre dans les différents programmes cadres. Donc, la question, pourquoi est-ce que c'est appelé la LIE? Donc, on appelle ça la LIE parce que on fait une lecture aux élèves. Donc, il y a une lecture en avant du groupe. Ensuite, on dit que c'est interactif parce qu'on interagit avec les enfants. Donc, on leur pose des questions. Puis, on dit que c'est enrichi parce qu'il y a un certain enseignement qui est fait pendant la lecture. Donc, c'est là d'où vient le nom. Donc, il y a 3 aspects du nom, puis ça s'explique tout par le mot tel quel. Donc, il y a 4 grandes composantes à la LIE préscolaire, la LIE maternelle jardin. Donc, il y a les composantes de la conscience de l'écrit, il y a la composante du vocabulaire littéraire, les inférences et la conscience phonologique. Donc, on va en parler plus en détail de chaque concept. Donc, pour la conscience de l'écrit, c'est celui-là qui est le plus gros et le plus large. La conscience de l'écrit est tout l'aspect écriture, l'aspect orientation du livre. Donc, le premier, justement, c'est l'orientation du livre. Donc, avec le livre, on peut, j'en ai un, on peut parler de comment, là, je ne sais pas si ça fait un effet miroir quand je montre le livre, là, mais comment est-ce qu'on tient un livre, comment est-ce qu'on tourne les pages, comment est-ce qu'on le tient, tout ça. Ensuite, on peut parler du titre et à quoi il sert. Donc, présenter que sur les livres d'histoire, on a toujours un titre. Le titre va nous parler de l'histoire, nous donne un petit aperçu de qu'est-ce qui va se passer. Souvent, le titre nous parle du personnage principal. Puis souvent, sur la couverture, on voit le personnage principal de l'histoire. On parle aussi du nom des lettres et le son des lettres. Donc, on peut faire référence à la lettre et son son, comment elle s'écrit. On peut le faire dans les airs, on peut l'écrire au tableau. Ensuite, on peut parler du concept auteur et illustrateur. Donc, faire la différence entre les deux, qu'il y a quelqu'un vraiment qui choisit les mots de l'histoire, puis qu'il y a quelqu'un qui choisit les images ou qui dessine les images de l'histoire. Ensuite, on peut parler de la lecture de texte. Wow. Oh, ça change de page quand j'accroche la roulette. Désolée. OK. On peut parler de la lecture du texte, donc l'orientation. On commence à la gauche, on lit vers la droite. On va avec les lettres majuscules. La phrase se termine quand il y a un point. Tout parler de ces concepts-là. On peut aussi parler justement de la direction de la lecture. Ensuite, les concepts de l'écrit. Donc, parler de la lettre majuscule, le point, toutes les traits d'union, puis dire quand quelqu'un parle, les bulles pour nous dire que quelqu'un parle. Puis aussi, on peut parler de la ponctuation parce qu'on sait qu'on a différentes ponctuations, comme les points d'interrogation, les points d'exclamation, puis les points. Donc, ça, c'est les concepts de l'écrit. C'est tout ce qui est relié à l'écriture du texte tel quel, à comme expliquer comment le texte est écrit, surtout. Puis à tous les concepts du livre aussi. Donc, comment on le tient, la page couverture, la 4e de couverture. À l'intérieur, souvent, on parle de la maison d'édition. Il y a tout ça qu'on peut faire comme concept de l'écrit. Ensuite, j'ai parlé du vocabulaire littéraire. Donc,
c'est quoi pour vous, quand je dis le vocabulaire littéraire? À quoi est-ce que ça vous fait penser? Peut-être un langage un peu plus soutenu qu'on n'utilise pas dans la vie de tous les jours et qu'on trouve seulement dans les, pardon, dans les albums, Oui, peut-être. oui, c'est exactement ça. C'est du vocabulaire, comme vous avez dit, le langage utilisé à l'écrit, exactement. C'est le vocabulaire qu'on retrouve plus dans les livres puis qu'on n'utilise pas de tous les jours. Parce que le registre qu'on utilise souvent à tous les jours est plus familier, un petit peu moins formel. Tandis que ce qu'on retrouve dans les livres, c'est un registre plus formel. Puis on appelle du vocabulaire de niveau 2. Donc, je veux attirer votre attention sur la pyramide de vocabulaire. Euh, donc, il y a 3 niveaux de vocabulaire, où on a le niveau 1, qui est justement le registre familier, qu'on utilise souvent avec notre famille, qu'on utilise avec nos amis. Des mots, on va faire des contractions, c'est souvent un petit peu moins formel. Ensuite, on a le vocabulaire de niveau 2, où c'est un vocabulaire plus formel qu'on utilise. On peut utiliser ça plus dans nos courriels nos courriels de tous les jours pour être plus formels, ou c'est le vocabulaire littéraire qu'on retrouve dans les livres, justement. C'est plus un vocabulaire qu'on voit dans l'enseignement, puis on voit dans nos livres. Ensuite, on a le niveau 3, où on a le vocabulaire technique. Ça, c'est le vocabulaire qui est relié à un concept spécifique. Donc, c'est comme le vocabulaire des mathématiques, le vocabulaire des sciences. C'est vraiment relié à un sujet spécifique. Et c'est pour ça qu'on appelle ça un petit peu plus technique, là. C'est vraiment un vocabulaire qu'on va utiliser quand on est dans un certain domaine ou un certain environnement. On ne l'utilisera pas à tous les jours ou c'est pas nécessairement un vocabulaire qu'on va retrouver dans les livres d'histoire. C'est plus un vocabulaire qu'on va retrouver dans les livres comme de matière, comme les livres de sciences ou les livres de maths. C'est vraiment le vocabulaire qu'on va retrouver sur le champ pour un domaine spécifique. Donc, ici, je vous ai sorti un petit peu d'exemples. Il y en a, on sait là, que le lexique, le vocabulaire est comme un petit peu illimité. Là. Il y a des mots, il y a plusieurs mots dans la langue française puis dans toutes les langues. Mais je vous ai sorti un petit peu des exemples de mots qu'on retrouve souvent dans les livres d'histoire ou qui est considéré comme un mot de niveau 2. Donc, par exemple, le mot bondir, c'est souvent un mot qui va être utilisé au lieu de saute ou au lieu, ça va être le bondissait sur la trampoline ou il bondissait de joie. Fait qu'on va souvent voir bondir. Ensuite, apercevoir. On va souvent voir ces mots-là. C'est souvent des mots auxquels les enfants n'ont pas été exposés s'ils n'ont pas été exposés à des livres d'histoire. Apercevoir, le mot, ça, ce serait le niveau 2, mais le mot de niveau 1 serait comme voir ou regarder. Ensuite, c'est certain que les 2 premiers ici sont des verbes, mais on a aussi des adjectifs. Donc, succulent. Donc, c'est succulent. C'est pas, en tout cas, dans mon vocabulaire familier, dans mon vocabulaire de tous les jours, c'est pas quelque chose que je vais dire. C'est certain que mon conjoint ou ma famille cuisine très, très bien, mais je vais leur dire c'est bon, c'est délicieux. Mais dans les livres, on va voir des termes plus comme succulent, délicieux aussi, on va le voir. Donc, c'est tous des synonymes, mais il y en a qui font partie du niveau 1, puis il y en a qui font partie du niveau 2. Hurler aussi, au lieu de crier, c'est un mot de niveau 2, puis furieux. Souvent, dans ma vie de tous les jours, je vais dire, oh, je suis fâchée, mais dans les livres d'histoire, comme il était très furieux ou le personnage est furieux. C'est souvent un mot qu'on va retrouver pour l'expression des émotions. Donc, pendant la lecture, c'est certain que faut faire l'enseignement de ce vocabulaire-là parce que, comme j'ai dit, les enfants souvent n'ont pas été exposés à ce vocabulaire. Là, je généralise, c'est certain, mais il y en a plusieurs qui ont aussi été exposés. Mais pour ceux qui n'ont pas été exposés, c'est certain qu'il faut leur donner un certain enseignement face à ces mots de vocabulaire parce que pour eux, c'est nouveau puis ça peut affecter la compréhension de l'histoire. Donc, certaines recherches démontre qu'il faut avoir une explication globale avec plusieurs façons de présenter le mot pour que ce soit plus facile pour l'enfant
pour aller toucher les différents types d'apprentissage, parce qu'on les connaît. Il y a des enfants qui sont plus visuels, il y a des enfants qui sont plus auditifs, puis il y a des enfants même qu'il faut qu'ils manipulent plus. Et de cette façon-là, ça nous permet d'aller toucher tous les styles d'apprentissage chez les enfants. Et c'est certain qu'on recommande de pointer le mot dans le livre pour qu'ils voient comment c'est écrit. Souvent, on ne se le cachera pas que c'est écrit petit dans le livre, et que vous pouvez comme retranscrire le mot au TBI, tableau blanc, tableau noir, peu importe ce qui est à votre disponibilité dans vos salles de classe. Ensuite, on veut l'expliquer, on veut donner la définition, simple, puis on veut aussi l'expliquer dans un différent contexte, parce que si on va toucher les expériences vécues ou les connaissances vécues, les connaissances antérieures de l'enfant, c'est certain qu'on veut essayer d'aller toucher un petit peu tous les enfants, puis on sait que c'est pas tout le monde qui ont les mêmes expériences ou les mêmes connaissances antérieures. Donc, de cette façon-là, si on l'explique de différents contextes ou on le met dans différentes façons de voir, on peut aller toucher plus d'enfants. Donc, l'explication, puis s'assurer de le mettre dans plus qu'un contexte. Aussi, il y a la possibilité de donner des synonymes, comme que je viens de faire. Souvent, l'enfant va connaître le synonyme plus du niveau 1. Donc, comme j'ai dit, furieux, fâché, grincheux, c'est certain que les niveaux 1, c'est souvent ce qu'on utilise avec nos familles, ce que les parents vont utiliser avec l'enfant, vont le connaître plus. C'est aussi recommander les mimes. Des fois, là, ça peut avoir l'air, on peut se dire comme « Ah, je sais pas ce que j'ai l'air en avant de ma classe quand on mime », mais c'est là que les enfants le retiennent plus. Souvent, quand je leur demande la troisième journée ou la deuxième journée, qu'est-ce que ça veut dire ce mot? Souvent, ils vont me faire le geste parce qu'ils sont visuels, ils se souviennent qu'on a bougé, ils se souviennent qu'on s'est levé avec eux autres. Puis, des gestes, là, ça peut être aussi banal comme, j'essaie de vous trouver un exemple sur le champ, là, comme déguerpir. Là. C'est un mot qu'on va voir souvent, mais là, je le mets dans un contexte. On se promène dans la forêt, on marche tranquillement, puis tout d'un coup, on voit un ours. Ben là, il faut déguerpir. Vite, on court, vite, 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 on déguerpit. Puis là, le dernier, c'est répéter. Donc, répéter le mot le plus rapidement possible. Le plus souvent possible. Désolée. Rapidement. Faut déguerpir rapidement, mais répéter souvent. Donc, c'est ça. C'est certain que si on mime, si on répète, on donne des synonymes, on les met dans différents contextes pendant la lecture d'histoire, ça va aider l'enfant à comprendre puis à assurer une compréhension continue de l'histoire. Donc, ça, c'est pour l'enseignement du vocabulaire littéraire. Je sais que ça semble long quand je parle de comme 5 étapes, mais ça se fait super vite, là, comme justement déguerpir. C'est que là, je le pointerai dans le livre, puis là, expliquer, c'est comme se sauver de quelque chose. C'est juste là, l'explication, c'est comme 3-4 mots. Ça se fait vite. C'est se sauver de quelque chose, c'est comme courir vite, vite, vite. C'est quand on se sauve, fait qu'un synonyme sauver, déguerpir. Puis ensuite, mimer. Donc là, on va se lever debout, on marche tranquillement dans la forêt, puis là, semblant de marcher sur place, puis après ça, on voit un ours, puis là, vite, on déguerpit, il faut déguerpir. C'est que là, court avec les enfants sur place, on s'assure de mettre l'emphase sur place là, avec les enfants. Mais souvent, c'est ça qui colle, c'est ça qui leur fait se souvenir. Puis, ça leur permet de bouger, qui fait un petit peu d'APQ pendant la lecture d'histoire. Puis, il faut s'assurer de répéter le mot le plus souvent possible pour qu'ils puissent l'utiliser. Puis là, ensuite, vient les inférences. Donc, les inférences, je pense pas que je vous apprends rien de nouveau. Il y a plusieurs types d'inférences. J'en ai énuméré 5. Là, je nous ai apporté un livre. J'en ai plusieurs parce que je veux vous montrer différents types de livres. Mais j'en ai apporté un avec moi qui est Gros ours super-héros. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ce livre-là, mais permet de faire divers types d'inférences. Donc, c'est certain, les prédictions, on peut les faire dans la majorité des livres. On peut prédire à partir de la page couverture, à partir du titre, à partir de la 4e de couverture à l'endos, voire apporter les enfants à prédire qu'est-ce qui va se passer dans l'histoire. Donc, les prédictions, ça, c'est ça. Comme je dis, c'est plus facile à faire dans les livres d'histoire. Les solutions à un problème aussi. Souvent, on a un problème dans le livre, on apporte l'enfant à trouver une nouvelle solution ou à trouver qu'est-ce qu'il pourrait faire.
Je viens de faire une lecture d'histoire dans un livre. Le livre s'appelait Opération Flocon. Le petit garçon est tanné de l'hiver. Donc, il essaye de faire fondre la neige. Fait que là, avec les enfants, on a essayé de trouver une solution. Je vais vous montrer à la fin, là. Je l'ai comme exemple. On a essayé de trouver plus de solutions de comment l'enfant pourrait aimer l'hiver ou comment que l'enfant pourrait faire fondre la neige. C'est vraiment intéressant, les idées que les enfants nous sortent souvent, là. Ensuite, on parle des émotions. Donc, la majorité du temps, les personnages dans les histoires, on voit leurs émotions, puis on peut déduire face à leurs expressions faciales, à leur position corporelle, de comment ils se sentent dans l'histoire. C'est certain qu'il y a des livres qui parlent spécifiquement des émotions, si c'est un sujet qu'on veut toucher. C'est plus facile de les trouver puis de déduire comment la doudou a l'air heureuse, on le voit dans son visage, puis là, parler de comment les personnages se sentent, puis parler des émotions. Ensuite, on a des anaphores. Ça, je les trouve un petit peu plus difficiles à trouver dans les livres, mais j'ai apporté Gros Ours Super-Héros parce qu'il l'a. C'est certain, comme les animaux de la forêt ne savent pas trop comment il y a un monstre orange un monstre jaune qui vient détruire la forêt. Mais nous, en tant que lecteurs, puis avec les enfants, on voit dans l'image que le monstre jaune, le monstre jaune, c'est un tracteur ou comme une bûcheuse qui vient défaire les arbres, qui vient défaire la forêt, mais les animaux qui ne connaissent pas les tracteurs l'appellent le monstre jaune. Fait que ça serait comme un type d'anaphore qu'on ne retrouve pas dans tous les livres. Puis, on a lien avec les expériences vécues. C'est certain qu'il y a des livres avec lesquels on peut faire plus des liens avec les expériences vécues. J'en ai un ici qui est derrière mon fauteuil de Edith Cochrane. Puis, derrière mon fauteuil, c'est parce qu'il y a plein de saletés, puis il y a plein de jouets derrière le fauteuil, puis l'enfant, il imagine comme un différent monde. Ben, ça se relie beaucoup à nos expériences vécues, hein, parce que quand on tire le sofa, des fois, on trouve bien des trésors. Fait que les enfants peuvent s'associer, peuvent dire des fois qu'est-ce qu'ils ont trouvé derrière leur fauteuil, là. Puis après ça, c'est pour les livres que j'ai, mais on peut souvent, comme ces gros ours, avez-vous déjà vu un ours? Où est-ce qu'on retrouve les ours? Fait qu'on peut aller voir leur connaissance antérieure ou leur expérience vécue. Puis des fois, il y en a qui ont vu des ours ou ici, j'ai justement avec la doudou, les émotions. Quand on parle de chaque émotion, on peut leur demander est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir peur? Si oui, dans quel contexte? Qu'est-ce qui est arrivé? Fait qu'il y a des façons d'aller travailler ou d'aller voir leur connaissance antérieure ou faire des liens avec leur connaissance du vécu. Donc ça, c'est pour les inférences. Ensuite, on a la conscience phonologique. Donc, la conscience phonologique est une autre habileté qu'on peut travailler avec la LIE, puis qui est fortement recommandée. Donc, c'est certain que les habiletés de conscience phonologique se complexifient. Donc, on passe de la plus simple à la plus difficile ou à la plus complexe. Donc, les premières sont souvent reliées ici à la syllabe. Mais plus qu'on progresse, elles sont reliées au niveau du son. Donc, au début, on parle de... C'est certain que dans nos lectures, on veut, au fur et à mesure qu'on progresse pendant la semaine ou au courant de l'année, on veut commencer avec les concepts de la conscience phonologique plus simples pour ensuite progresser vers les plus difficiles. Donc, le premier qui est comme repérer une syllabe, c'est que c'est dans le mot bateau, est-ce qu'on entend la syllabe ba? Oui, on l'entend, en effet. Ensuite, couper un mot en syllabes. Donc, on peut couper le mot bateau en 2 syllabes qui est bateau. Puis ensuite, on tombe déjà dans repérer. Oh, mon accent n'est pas du bon. Oh, ils sont toutes pas du bon côté. Désolée. Je pense que c'est la conversion de Canva à PowerPoint. Donc, on peut repérer un son à la fin du mot. Donc, est-ce qu'à la fin du mot, à la fin des mots doudou et cachou, est-ce qu'on entend le son ou, le oui? Ensuite, dire le dernier son. Donc, dans émotion, le dernier son, c'est on. Ensuite, repérer un son au début du mot. Donc, est-ce que les mots doudou et
dossier commence par le son D. On veut repérer les sons ou on veut dire comme, OK, on va écouter pour le son, si les mots commencent par le son D. Oui, le mot début commence par le son D. Ensuite, on va en sauter un autre. Oh, j'oublie toujours que j'accroche ma roulette puis ça change de diable. Ensuite, coller les sons pour former un mot. Donc là, si on colle les sons R ou J, quel mot ça nous fait? Ça nous fait rouge. Ça, c'est coller nos sons pour faire un mot. Puis ensuite, segmenter un mot en sons. Donc là, je vais vous donner un mot. Le mot, c'est la. Quels sont les sons? Est-ce qu'on entend dedans? C'est L, A. Donc, souvent, ce concept-là, je vais m'arrêter sur une page et dépendant où je suis rendue, ça va dépendre de comment j'adresse le concept de conscience phonologique. Parce que si je prends un livre simple avec pas trop de mots, puis là, je veux faire couper un mot en syllabes. C'est que là, j'ai le mot. Fait que disons, je dirais parce qu'elle est contente. Fait que là, OK, on va s'arrêter sur le mot contente, puis on va le séparer en syllabes. Contente. Puis là, on le sépare en syllabes, 2 syllabes. C'est plus recommandé de faire la LIE à l'oral, parce que toujours à l'oral. Par la suite, on peut ajouter l'écrit. Mais c'est toujours plus recommandé de commencer la LIE, la conscience phonologique à l'oral seulement, parce qu'on ne veut pas induire les enfants en erreur avec l'écrit. Par la suite, par exemple, c'est certain qu'on peut ajouter l'écrit pour concrétiser, pour avoir une preuve plus fondée pour les enfants avec qui sont plus visuels. Mais la LIE se travaille majoritairement à l'oral. Puis, tu sais, coller les sons pour former un mot. Souvent, je vais lire, puis là, je vais m'arrêter. Elle fait une drôle de... Je vais dire, je vais vous dire les sons, puis je veux vous me dire quel mot ça fait. Ou. Là, il y en a qui lèveraient la main, puis mou! Ah oui, OK, donc elle fait une drôle de mou. Fait que là, ça permet de les garder actifs, de participer, puis y coller son pour faire le mot. Puis même chose pour segmenter un mot. Je vais leur donner le mot, puis après ça, je vais leur demander de segmenter. C'est des façons de le travailler, puis de le rendre naturel, puis authentique quand on fait la lecture. Pas besoin juste de faire, puis dire le dernier son. Fait que, par exemple, la doudou réussit à empiler tous les blocs. Dans le mot bloc, quel son est-ce que j'ai dit à la fin? Puis là, l'enfant pourrait nous le dire, puis nous appuyer. Puis là, après ça, on peut aussi l'écrire si jamais on voit la nécessité. Ça, c'est pour la conscience phonologique. Donc, qu'est-ce qui serait... Là, j'ai parlé des 4 concepts de la LIE. On a parlé du concept de l'écrit où on peut voir tous les mots, les phrases, les lettres majuscules, la ponctuation, tout ça. J'ai parlé des inférences, j'ai parlé du vocabulaire littéraire, j'ai parlé de la conscience phonologique, qui sont les grosses 4 composantes de la LIE qu'on veut prendre en considération, sur lesquelles on veut se baser quand on fait nos interruptions. Mais c'est certain qu'il y a plein d'autres aspects sur lesquels on peut s'arrêter pendant la lecture ou qu'on peut prendre en considération pendant la lecture et avant la lecture. Donc, selon vous, qu'est-ce qui serait important à prendre en considération avant de commencer notre lecture? Disons comme le avant, là, ça c'est surtout dans la préparation. Là. Comment est-ce qu'on pensait qu'on pourrait se préparer pour faire la LIE? Lire le livre correctement nous-mêmes, je pense. Oui, ça c'est un bon point. Il faut connaître notre histoire, hein, parce que si on veut modeler des inférences ou si on veut modeler certaines choses, c'est certain qu'on veut connaître l'histoire. Oui, bonne idée. Préparer nos élèves. Nous, comme enseignants, comment est-ce qu'on peut se préparer pour la lecture d'histoire? Qu'est-ce qu'on devrait prendre en considération avant de faire la lecture aux enfants? Notre intention, je veux dire, pourquoi on lit le livre, on le planifie,
Ça se Exactement, la planifie. planification des interruptions. Parce que là, j'ai parlé des 4 concepts qu'on vient de voir, mais c'est quand est-ce qu'on les fait, là? On ne veut pas juste arriver dans notre lecture, commencer notre lecture, puis à la fin du livre, faire Oh non, j'ai pas parlé, je me suis pas arrêtée sur aucun mot de vocabulaire, j'ai pas vu aucun concept de la conscience phonologique, puis on les fait toutes sur la dernière page. Puis là, on parle les enfants parce que c'est trop long. Super. Puis je vais vous donner les règles. Prendre en considération le groupe à qui on lit, définitivement. Euh, c'est certain qu'on veut faire attention face au groupe. On peut parler comme, un petit indice pour ma prochaine diapo, mais parler de la disposition de la salle de classe. Fait que si on connaît nos enfants, on peut les assurer à différentes places, mais on veut toujours s'assurer qu'on ne modifie pas le vocabulaire du livre. Fait qu'on lit le livre tel quel pour justement exposer les enfants au vocabulaire littéraire. On fait juste donner plus d'explications. Puis c'est certain aussi dans notre choix de livre, on veut prendre en considération le groupe à qui on lit. Parce que si on sait que les enfants, il y a plusieurs enfants qui jouent au hockey dans notre groupe ou qui aiment voyager, c'est certain qu'on peut choisir des livres qui vont capter de plus en plus leur attention. Donc, je vais vous apporter à la prochaine diapo. Oui, définitivement, c'est pratiquer à lire à voix haute pour pratiquer le ton. Hein, parce que moi, ma première lecture, puis moi, je suis orthophoniste. Là, fait qu'on, en tant qu'orthophoniste, on n'est pas habitué de parler en avant d'un groupe. Fait que ma première lecture, j'ai défilé ça à 100 000 à l'heure. L'enseignante m'a dit T'es allé bien trop vite, les élèves t'ont pas compris, mais c'est certains qui ont demeuré attentifs parce que t'as fait ça en 15 minutes, même pas si c'était fini. Fait que, oui, définitivement, se pratiquer le ton, s'assurer qu'on est à l'aise avec le livre qu'on a choisi. Donc, les 3 sur lesquels je voulais Merci, bye. Sur lesquels je veux vous apporter, c'est surtout avant de commencer, choisir le livre, comme on a dit. Je vais donner plus de critères à la prochaine diapo. On veut aussi planifier nos interruptions. Donc, s'assurer qu'on n'a pas des interruptions sur chaque je ne veux pas dire sur chaque page, ça serait correct, mais qu'on n'a pas 3-4 interruptions sur une page, 3-4 pages qu'on n'a rien. On veut s'assurer de bien doser les interruptions pour pas perdre les enfants, pour les garder attentifs, juste un bon dosage. Je vais vous parler du dosage tantôt. Puis, c'est ça, on veut parler de la disposition de la classe. Est-ce qu'on veut qu'ils soient assis à leur table? Est-ce qu'on veut qu'ils soient assis au tapis? Est-ce qu'on veut les séparer, asseoir certains élèves à certains endroits, avoir un mini-prof avec nous en avant? C'est à notre choix, c'est vous qui connaissez votre classe, mais c'est certain qu'on veut prendre en compte la disposition de la classe. On veut aussi faire attention aux distractions, dépendant, comme si on des jouets à la portée de la main, s'assurer de les éloigner pour pas qu'ils soient trop dérangés. Tout ça aussi entre dans la disposition de la classe. Donc, c'est certain que pour la sélection du livre, il y a certains critères auxquels on peut s'attarder. Donc, on peut s'attarder à l'aspect physique tel quel du livre parce que à la fin de nos 4 lectures du livre, en maternelle jardin, on peut mettre le livre dans le coin lecture. Mais dépendant de la durabilité ou dépendant de comment rigide le livre est, des fois, il peut avoir un petit peu de misère. Fait que c'est juste de s'assurer que notre livre est durable ou d'en avoir plus qu'une copie. Donc, par exemple, on a ces livres-là ici où ils sont cartonnés, mais sont plus petits. C'est certain que pour les enfants en arrière de la classe, c'est plus difficile de voir. Ensuite, on a les styles de livres où la couverture est rigide. À l'intérieur, on a les pages. Puis ces types de livres-là sont plus grands si on les compare un à côté de l'autre. Ensuite, on a les livres où ils sont souples, donc sont plus malléables. C'est à nous de décider, on connaît la classe, de faire notre choix de livre. On veut aussi s'assurer, comme je dis, les enfants qui sont assis en arrière de la classe, d'avoir des grandes illustrations, des grands livres si possible, pour s'assurer que tous les enfants puissent voir. On veut aussi des fois des livres qui défient un petit peu les conventions, que des fois, il faut le virer de bord pour être capable de continuer à lire. J'ai vu un commentaire, je vais juste lire dans le chat. Un prof expliquait hier lors d'une formation que les élèves avaient déchiré tous les livres du coin lecture. C'est ça, à réfléchir. Définitivement, on veut voir si l'album est durable, on veut voir
souvent, on achète 2 copies du livre. Donc, on achète le livre pour l'enseignante, elle le garde tel quel. Puis ensuite, on achète une copie pour les enfants où c'est celui-là qu'on met dans l'espace de jeu, dans le coin de lecture, parce qu'on sait que des fois, ils vont avoir un petit peu plus de misère. Puis justement, j'en ai vu qui se sont fait, qui ont été déchirés malheureusement, puis même des barbeaux là, avec des craies ou des crayons. T'sais. On sait, en maternelle jardin, c'est certain que des fois, ça bouge beaucoup. Ensuite, on veut aussi s'arrêter sur le contenu du livre. Donc, on veut des albums qui abordent des thèmes intéressants pour les enfants. On veut des livres avec un vocabulaire riche. Une histoire qui se déroule environ sur une quinzaine de doubles pages, avec 30 pages. On ne veut pas que l'histoire soit trop longue, on ne veut pas que l'histoire soit trop courte. Puis côté primaire, on peut aller un petit peu plus, avec un petit peu plus de pages, mais je recommanderais la même longueur de livre. On veut aussi essayer de voir des structures répétitives pour les enfants, surtout à ALF ou PANA, c'est plus facile de comprendre la répétition, de comprendre l'histoire au fur et à mesure que ça se déroule. Puis, on veut aussi environ 2 à 4 phrases par page. J'en ai qui sont un petit peu longues des fois. Là. Puis c'est là que quand on ne change pas de page ou on n'a pas d'interruption, des fois, on perd l'attention des enfants. On veut aussi que les titres soient assez grands pour qu'ils soient visibles pour les enfants. Des polices de caractère variées, parce que ça met du piquant là, dans les histoires quand on a des onomatopées, ou on a des lettres majuscules, ça varie dans comment se défile le texte. Ça rend toujours intéressant. Puis, on veut aussi que le texte soit situé à différents endroits dans l'album. C'est ça, c'est certain qu'on ne trouve jamais un livre idéal. On veut s'assurer de trouver un livre qui touche le plus d'aspects ou de critères possibles, mais c'est certain qu'on ne peut pas en trouver toujours avec tous ces critères-là. Là. Donc ça, c'est pour la sélection du livre. Il y a une question. Oui, vas-y. Est-ce qu'il y a une raison particulière pour que le texte soit situé à différents endroits? Je pense, je sais pas quoi répondre à cette question-là. Là. OK. C'est certain qu'on veut comme apporter les enfants à... Souvent, j'apporte les enfants à faire la distinction entre l'image et l'écrit pour s'assurer qu'ils savent où repérer le texte dans l'histoire, mais OK. puis justement leur expliquer que ça peut être un petit peu partout. Pour leur OK. montrer différents styles surtout. D'accord. Merci. Pas de problème. N'hésitez pas à n'importe quel temps quand vous avez des questions de lever la main ou de m'arrêter. Ça va me faire plaisir de répondre. Donc, là, pour la mise en œuvre de la LIE, il est recommandé de le faire sur 4 jours. Donc, souvent à l'intérieur d'une semaine. Idéalement, je resterai dans la même semaine. Je sais que des fois, il y a des imprévus, il faut l'étendre sur une deuxième semaine. C'est pas grave. Là. Mais c'est souvent recommandé de la faire sur jour 1, jour 4, 4 jours. Donc, pour le jour 1, c'est la journée de la première lecture. Donc là, les enfants ne connaissent pas l'histoire, on leur présente le livre. C'est là où on va faire surtout des modelages. On va modéliser tout ce qu'on veut enseigner cette journée-là. Donc, voici le nombre d'interruptions qui est suggéré selon Pascal, qui est le formateur ou lui qui a développé la LIE. Donc, il suggère 4 interruptions pour les concepts de l'écrit. Donc, ça, c'est 4 interruptions qu'on veut espacer dans la lecture du livre. On ne veut pas faire les 4 interruptions sur la même page. Ensuite, 3 interruptions pour le vocabulaire littéraire. Et ça veut dire 3 nouveaux mots qu'on veut enseigner à l'enfant. Et 3 interruptions pour les inférences. Donc, le jour 1, on parle de modelage. On fait juste modeler les interruptions. On lit la lecture, on s'arrête. Les interruptions de concept à l'écrit, c'est plus facile de les modeler, les enseigner, faire un enseignement explicite du concept. Souvent, on recommande de prendre une lettre pour un concept qui nous laisse 3 autres concepts. Donc, le titre, c'est quoi? L'auteur, c'est quoi? Il faut des lettres pour former des mots, il faut des mots pour former des phrases, il faut des phrases pour former des paragraphes, les titres de ponctuation,
puis tous les concepts là, de quand un personnage parle, soit les bulles, les tirets, les guillemets. C'est toutes des possibilités de concepts de l'écrit qu'on a vu au début. Donc, il recommande d'en choisir 4 pour la première lecture, puis les modeler. Ensuite, 3 interruptions pour le vocabulaire. Donc là, c'est de lire le livre, d'apprendre à le connaître, puis de choisir 3 mots sur lesquels on veut s'arrêter pour les enseigner à l'enfant. Moi, personnellement, j'aime prendre un nom ou un verbe parce que c'est plus facile de les mimer avec l'enfant. Souvent, comme j'ai dit, le mime va les aider à ce que ça colle. On veut surtout un verbe ou des noms, mais il peut y avoir des adjectifs aussi, vraiment n'importe quel mot. Ensuite, on veut 3 interruptions pour les inférences. Ça, je dois vous admettre que c'est très difficile de faire seulement un modelage et ne pas poser de questions. Donc, parce qu'on a tendance à lire un livre et dire, bon, ben, qu'est-ce qui va se passer? Ou bon, ben, qu'est-ce que le personnage aurait pu faire à la place? Mais là, il faut vraiment dire, je pense que le personnage aurait pu faire à la place. Fait que c'est vraiment du modelage. Fait que la première lecture, les enfants vont contribuer quand même, vont parler, mais on évite de leur poser des questions. Ça, c'est le jour 1, la journée de modelage. Ensuite, on a le jour 2, où on introduit la conscience phonologique. Donc, on garde les 4 mêmes interruptions pour les concepts de l'écrit, les 3 mêmes interruptions pour le vocabulaire littéraire, les 3 mêmes interruptions pour les inférences, et on ajoute 3 interruptions de conscience phonologique. C'est un modèle seulement, c'est sur une habileté de conscience phonologique. Donc, on ne touche pas différents aspects de la conscience phonologique. On s'assure de toucher seulement. Fait que si on choisit la fusion des sons pour former des mots, on fait de la fusion de sons tout au long de l'histoire. Le jour 2, on modélise les concepts qu'on a vus le jour 1 et on pose une question par la suite. Fait que là, si on parle ici, je vais leur dire, je vois un nom ici en bas, Rachel Bright. Donc, ça, c'est l'autrice. C'est elle qui a écrit l'histoire, c'est elle qui a choisi les mots. Puis après ça, c'est certain que j'irai un petit peu plus en détail. Puis là, je dirais, ah, ben c'est qui ça? C'est pourquoi qu'on a un nom ici en bas? Puis là, on apporte l'enfant à nous dire. Donc, on modélise et on pose la question. Sauf pour la conscience phonologique, vu que c'est la première journée qu'on le voit, on fait juste faire un modèle seulement. Ça, c'est pour le jour 2. Le jour 3, c'est le jour des questions. Donc là, on ne modélise plus parce que ça fait 2 fois qu'on fait un enseignement explicite, qu'on modélise avec les enfants. Puis là, on fait juste leur poser la question. Donc, quand vient le temps de l'interruption pour les concepts de l'écrit, par exemple, on pose la question. Fait qu'au lieu d'expliquer le concept d'auteur, on leur demande c'est quoi un auteur? Qu'est-ce que ça fait? Ou pourquoi est-ce qu'on voit un nom ici dans le bas de notre livre? Et que là, l'enfant devrait être capable de nous l'expliquer après 2 fois. Même chose pour le vocabulaire littéraire. C'est que là, si j'avais un mot dans le livre que je choisissais pour le vocabulaire littéraire, je ferais juste leur demander, ah, ici, on a le mot tourbillonnant. Qu'est-ce que ça veut dire, le mot tourbillonnant? Fait que là, on l'aurait modélisé avant, on aurait tourné sur nous-mêmes avec eux autres, puis là, ce serait plus facile de s'en souvenir. Puis là, on ferait juste leur poser la question le jour 3. Même chose pour les autres types d'interruptions. Puis vient le jour 4. Le jour 4 est le jour du mini-prof. Donc, c'est une journée où on invite un élève. Je dis j'ai déjà exploré la possibilité de le faire avec plus qu'un élève. Il y avait plusieurs élèves qui venaient nous compter 2-3 pages. Fait c'est ça, on sait qu'en maternelle jardin, certains élèves peuvent lire définitivement, mais pour ceux qui ne savent pas lire, ils nous racontent l'histoire de mémoire à l'aide des images. J'ai trouvé par expérience que je perdais l'attention des autres enfants quand il y avait juste un enfant qui venait. Fait que là, je leur disais, il faut vous rester alerte parce que ça se peut que vous soyez les prochains qui vont venir conter l'histoire. Fait que là, quand on alternait, on choisissait différents élèves pour venir compter 2-3 pages, ils restaient plus dans l'histoire. Puis, les concepts, les questions de concept étaient posées à l'élève qui est en avant. Fait que si l'enfant nous racontait une histoire puis il y avait un concept qu'on enseignait au courant de la semaine, on lui pose la question de ce côté-là. Et ça, c'est en gros là, la mise en œuvre
en résumé détaillé là, de mon côté. Donc, selon vous, quels autres aspects qui peuvent être ajoutés à notre lecture? Parce que là, on a parlé des 4 gros concepts, là, les inférences, la conscience de l'écrit, la conscience phonologique et le vocabulaire. C'est certain qu'il y a plein d'autres choses qu'on pourrait parler pourrait être ajoutées pendant la lecture ou qui est comme recommandé de faire pendant cette lecture-là. Avez-vous des idées? Qu'est-ce d'autre qu'on pourrait faire pendant la lecture? Si vous n'avez pas trop d'idées, c'est correct, là. J'ai des réponses sur certaines pistes d'indices là, sur la prochaine diapo. Ok, je vais continuer. Donc, c'est certain qu'on peut ajouter des effets sonores pour garder l'enfant. Parce que, tu sais, le plus qu'on est animé, le plus on interagit, le plus intéressant que c'est pour l'enfant. On peut faire un lien entre les images et le texte parce que des fois, on peut expliquer, OK, je viens de lire ça, mais regardez, l'image le montre exactement qu'est-ce qu'il y avait là. Parce qu'il faut pas. Souvent, on a tendance à lire tout le texte puis comme ne pas parler d'images, mais on veut en parler des images. On veut faire le lien entre les deux. On veut aussi transmettre la joie de la lecture, que c'est plaisant à lire, c'est le fun, puis on veut montrer ça aux enfants. On veut aussi essayer de piquer leur curiosité au début de l'histoire, essayer de voir comme qu'est-ce que vous pensez ou ce livre-là, je l'ai choisi parce que j'adore les koalas, puis j'avais vraiment hâte de voir qu'est-ce que le koala ne voulait pas faire. Juste comme leur donner un petit contexte pour essayer de piquer leur curiosité, leur donner le goût de vouloir le lire. Il y a aussi la possibilité d'établir une routine. C'est quand on lit un livre, voici la routine, comment on s'y prend, voici comment on fait ça. On veut aussi favoriser les interactions avec les élèves. C'est certain que, comme si je dis le jour 1, on ne pose pas nécessairement de questions, mais on veut quand même avoir des interactions avec les enfants, là. S'ils veulent commenter ou ajouter un petit quelque chose, on va les écouter puis on va bâtir là-dessus. Puis, on veut aussi modifier notre intonation parce qu'il n'y a rien de plus plate qu'écouter quelqu'un qui est monotone, là. Puis, nous, on sait quand on écoute des formations, quand on écoute des présentations, ben, les enfants aussi, c'est la même chose. Quand on lit un livre, on essaie de ne pas être trop monotone pour eux, puis que ce soit intéressant. Donc là, on n'est pas beaucoup aujourd'hui. Je voulais vous lancer au défi, mais je pense qu'on va le faire ensemble. On va le faire en groupe, puis je vous invite à participer avec moi. Là, on a parlé des concepts là, en général. Je vais mettre une page d'un livre à l'écran, puis on va parler des divers concepts qu'on pourrait travailler sur cette page-là, juste pour qu'on se mette dedans un petit peu, puis on se mette à l'essai. Je voulais vous donner 15 minutes, mais on ne fera pas ça. Je vais vous garder ici avec moi. Je ne vous enverrai pas dans les salles. Puis on va l'essayer ensemble. On va voir comment on pourrait travailler les concepts. Il y a plusieurs réponses possibles. Donc, gênez-vous pas. Puis on est là pour en parler. Et ça, c'est la page. C'est dans le livre de Derrière mon fauteuil de Edith Cochrane. Puis ensemble, j'aimerais qu'on trouve un concept de l'écrit, au moins, qu'on peut travailler sur cette page-là. Comme je dis, il y en a plusieurs. Un mot de vocabulaire littéraire, comment on l'expliquerait aux enfants? Qu'est-ce qu'on ferait comme mime? Quel synonyme qu'on donnerait? Quel autre contexte est-ce qu'on donnerait? Puis une habileté de conscience phonologique. Donc, on va commencer avec le concept de l'écrit. Fait que les concepts de l'écrit, c'est tout ce qui touche l'écriture, le texte tel quel, les lettres. Quand vous lisez cette page-là, qu'est-ce qui vous saute aux yeux? Qu'est-ce qu'on pourrait travailler à partir de cette page-là comme enseignement explicite d'un concept de l'écrit? Je vais vous laisser le temps de la lire, là, comme vous donner un petit peu de temps. Là. Puis quand vous avez une idée, je vous invite à lever la main. Ça va me permettre de prendre une gorgée d'eau parce qu'il me semble que j'ai parlé vite puis j'ai pas respiré.
Est-ce que ça peut être les onomatopées? Définitivement. Donc, Burke, Wash. Ça, oui, on peut le voir comme un concept de l'écrit, définitivement. Des types de mots, on peut le voir. Puis ici, là, si j'apporte votre attention sur les onomatopées, là, on peut aussi parler des lettres majuscules, hein, parce que toutes les onomatopées sont écrites en lettres majuscules. Fait qu'on pourrait apporter l'enfant à faire la distinction entre la lettre majuscule et la lettre minuscule. C'est que ça aussi, ça en serait un super bon. Oui, les onomatopées, les lettres majuscules, les lettres minuscules. Vas-y, je me souviens plus comment prononcer ton nom. Non, c'est correct, c'est Jamila. Jamila, OK. Vas-y. Merci. Moi, je remarque tout de suite la différence entre peut-être les phrases et les mots. Tu sais, des phrases, une suite de mots séparés par un espace, puis Oui, des mots qui sont les plus colorés. Ça, c'est des mots et plus haut, c'est des phrases. Tu sais, travailler la différence. définitivement. Fait, c'est la différence entre ici, on a un paragraphe, ou ben, on a une phrase qui est constituée de mots, on a des espaces, mais ici, justement, on a juste des mots individuels, puis les mots ici sont formés de lettres. Super, bonne idée, un beau concept de l'écrit, oui. Avez-vous d'autres idées qui vous viennent en tête? C'est certain qu'on pourrait aussi parler on commence à lire en haut à gauche. Tu sais, ça peut être aussi simple que ça, là, dans nos premières lectures, chez nos maternelles, nos jardins, juste leur montrer où est-ce qu'on commence à lire, puis leur montrer la direction de la lecture, parce que on commence à lire ici en haut, on s'en va vers la droite, ensuite on recommence en bas, on s'en va vers la droite, puis là, oh, on a un mot ici, un mot ici, un mot. C'est juste l'orientation de la lecture aussi peut être un beau concept de l'écrit. Fait que c'est super, on a ciblé déjà plusieurs dans 2 pages d'un livre. Fait qu'imaginez tous les concepts de l'écrit qu'on peut enseigner pendant la lecture. Puis même, oui, des majuscules en début de phrase. Puis justement, Kim, j'étais pour dire, au niveau primaire, là, ça peut s'adapter aussi au niveau primaire, là, les concepts de l'écrit, euh, justement les phrases, les paragraphes, tout en lien avec le programme cadre. Puis justement, la ponctuation peut entrer là. Concept de l'écrit, il y a tout comme d'écoutant qui est au pluriel, ajout. Fait que vous pouvez complexifier au niveau primaire. Il y a toujours en lien avec le programme cadre, puis avec les concepts de l'écrit plus vieux. Comme là, c'est certain, comme c'est là, on est encore en maths jardin, mais il y a toujours la possibilité de complexifier pendant la lecture. Là. Fait que là, ensuite, un mot de vocabulaire littéraire, ben, n'importe quel. Puis comment est-ce qu'on s'y prendrait pour le mimer, donner un synonyme? Ouais, comment est-ce qu'on l'expliquerait? Fait que euh, je voulais choisir lequel que vous cibleriez pendant votre lecture. Intrigué, contemple. Il y en a plusieurs mots dans cette page-là. C'est pour ça Ouais. un petit peu que je l'ai choisi. Donc, définitivement, intrigué, contemple, observe, découvre, même fauteuil, tu sais, un couch, un sofa là, dans notre vocabulaire familier, abandonné. Donc, Dégoûtant. oui, dégoûtant aussi. Ouais. Oui, qui aime dégoûtant. Donc, si, disons, par exemple, on prend intrigué, tu sais. Si on prend le mot intrigué, c'est comme être intéressé, on s'intéresse à quelque chose, on veut découvrir qu'est-ce qui se passe. Donc, l'araignée est curieuse. C'est ça, ce serait comme un petit peu la définition. Après ça, comme un autre contexte, souvent, on est intrigué de voir qu'est-ce qu'il y a derrière une porte dans un passage ou on est intrigué de voir la fin d'un livre, on est curieux, on veut savoir ce qui se passe, on s'intéresse, on s'interroge. Euh, donc là, on pourrait se lever debout avec les enfants, puis se promener avec une loupe, on est intrigué de trouver quelque chose. Fait que ça serait comme dans ce style-là, là, de mimer, puis de les apporter à bouger. Puis même observe, c'est comme on observe au loin des choses comme ça qu'on peut faire. Puis une habileté de conscience phonologique, là, c'est certain que j'en ai nommé plusieurs, puis il y en a plusieurs dans la progression de conscience phonologique, c'est
il y a plusieurs options, là. Juste une ou deux exemples de qu'est-ce qu'on pourrait travailler avec cette page-là. Quelqu'un qui a une idée? Je peux... Bon, je pense qu'on peut Oui. tout travailler. Du moment qu'il y a des mots, on peut tout faire. Mais si je Définitivement. comprends bien, si on a commencé avec une opération, une manipulation, on doit continuer avec la même opération. Par exemple, si on décide de faire la fusion, on doit continuer de faire la fusion tout le long. C'est bien ça? Tout le long du livre, c'est ça, exactement. OK. Donc là, si on a commencé avec la fusion, on peut continuer avec la fusion, puis même si on prend arc, on va leur dire, je vais vous faire un mot, je vais vous dire les sons, je vais vous les fusionner, je vais vous les coller pour me dire quel mot ça fait. Donc, on entend les sons A, R, arc, comme quand on dit arc, c'est dégueulasse. Comme fait que là, on le met dans un contexte pour on peut leur expliquer. Oui, donc c'est ça. Idéalement, on veut, quand on choisit un concept, l'utiliser tout au long de l'histoire. Puis même comme côté primaire, ça peut être les concepts plus difficiles, donc la fusion puis la segmentation des sons, plus au niveau du son qui appuie plus avec la lecture et l'écriture de ce côté-là. Super, ben vous êtes bonne. Donc on a juste avec une page, là, on aurait pu faire plein d'interruptions. C'est certain qu'on en aurait fait juste une, mais là, je voulais pas vous mettre tout un livre, puis fait que j'ai mis une page, puis on a ciblé plein d'options. Fait que les possibilités sont illimitées dans un livre. Il y a tellement de choses qu'on peut enseigner à l'aide des différents concepts. Donc, je veux vous parler un petit peu de succès qu'on a eu. Donc, des mots qu'on a utilisés comme des mots de vocabulaire littéraire. Puis ça, c'est des phrases que des enfants ont utilisées dans des aires de jeu plus tard ou pendant le temps des centres. Ils ont réutilisé les mots qu'on leur avait enseignés pendant la LIE. On voit l'impact de l'enseignement du vocabulaire littéraire, puis comment ils s'en souviennent, que les répétitions sont nécessaires. Comme par exemple, on avait parlé de grincheux, bon, ben, l'enfant m'a dit « Je ne suis pas grincheux ». Je veux dire, je suis pas fâchée. C'était vraiment le mot grincheux qu'il a utilisé. Ensuite, le mot multicolore était vu dans une autre histoire. Puis, pendant l'heure des jeux, un enfant m'a dit « Mon papillon est multicolore ». Ensuite, on avait parlé de l'expression « je claque des dents ». Un enfant qui a dit « j'ai froid, je claque des dents comme le loup ». Ensuite, on avait champignons et déteste, puis il y a quelqu'un qui m'est arrivé et qui a dit « je déteste les champignons ». Donc, ils ont réinvesti le vocabulaire qu'on avait enseigné pendant les livres d'histoire. C'est certain qu'il existe plusieurs bienfaits à la LIE. Je ne les lirai pas toutes, mais c'est une approche authentique. Ça aide à diminuer les risques de difficultés scolaires. Puis, c'est une approche axée plus sur la prévention. Donc, ça prévient les difficultés en lecture et écriture. Puis, ça répond aussi aux besoins du personnel enseignant, surtout sur le plan de la conseillance phonologique. C'est certain qu'il y a plusieurs recherches qui ont été faites sur la LIE. Voici ce qu'en dit la recherche, que la LIE, c'est dynamique et amusant. Puis, ça aide les enfants à développer les habiletés de lecture avant même d'apprendre à lire. Ça a des effets durables dans le temps. Ça engendre des aspects positifs sur le vocabulaire et sur la conscience phonologique, puis permet de soutenir le développement des habiletés inférentielles au préscolaire. Donc, maintenant, j'ai fini côté LIE Maths-Jardin. Je veux parler un petit peu de la LIE primaire parce qu'on peut tout apporter ces concepts-là chez les plus vieux. Puis même on ajoute un aspect de l'écriture, la rédaction avec la LIE primaire. Fait que la différence, c'est que la LIE primaire est sur une période de 2 semaines. Donc, la première semaine, justement, c'est la phase de lecture. Donc, sur 3 jours. Le premier jour, c'est des modèles puis des réinvestissements des enseignements. C'est qu'on modélise ce qu'on veut enseigner, puis on réinvestit un enseignement explicite qu'on a vu peut-être dans le passé. Fait que c'est là, nos interruptions, jour 1, c'est des modèles. Ensuite,
le jour 2, c'est des questions et ou des erreurs volontaires. C'est certain, poser des questions, on les garde alertes, puis on sait où on veut s'en aller, mais on peut aussi faire des erreurs volontaires où les enfants adorent nous corriger. C'est que sur les concepts ou les modèles qu'on a enseignés jour 1, on peut faire des erreurs volontaires, puis là, les enfants sont toujours très contents de nous dire qu'on a tort, puis là, on les apporte à nous expliquer où était notre erreur, puis qu'est-ce qu'on a fait. Puis, jour 3, souvent, c'est pratique guidée et préparation pour l'écriture. Donc, on va mettre le livre dans le centre de lecture. L'enfant va pouvoir le lire avec de l'appui, sans appui, le feuilleter, s'amuser avec lui. Puis, on commence à leur expliquer là, qu'on va faire une tâche d'écriture avec ce livre-là. Et que là, arrive justement la deuxième semaine, désolée. Deuxième semaine, je parle d'écriture. Donc, ça aussi, c'est sur 3 jours. Le jour 1, c'est la phase de planification. J'ai mis les programmes cadres parce que c'est vraiment en lien avec les programmes cadres. Fait que ça touche le domaine D, qui est la rédaction, expression des idées, création de texte. Fait que là, on veut planifier l'idée. On veut apporter les enfants à sortir leurs idées, faire des remue-ménages, puis avoir un plan de rédaction, savoir où est-ce qu'ils s'en vont dans leur texte. Ensuite, le jour 2, c'est la rédaction. Donc, qui touche plus le domaine B, les notions fondamentales de la langue. Ça touche encore le domaine D pour l'expression d'idées puis la création du texte. Et là, il y a la rédaction des phrases puis des idées qui veulent. On les met en phrases, en paragraphes. Puis, on a le jour 3 qui est révision, correction et publication, qui est le domaine D aussi. Donc là, j'avais quelques exemples. Je vois le temps filer. Je vais finir. Si on a le temps, on reviendra aux exemples d'enseignement qu'on peut faire à travers du livre avec au niveau primaire. Donc ici, c'est une tâche de planification que j'ai faite avec une classe. On a justement, le livre, c'est Opération Flocon. Donc, on a fait un résumé de l'histoire ici. Donc, ça, c'est les étapes. C'est notre enfant qui n'aimait pas la neige. Donc là, l'enfant s'appelle Antoine. J'ai fait un cœur avec un X, aime pas la neige. Fait que là, vu qu'on était en première année, ben, on a utilisé plus d'objets visuels que de termes. Fait que là, il voulait que sa grand-mère tricote un gros foulard, mais là, sa grand-mère, comme j'aurais jamais le temps de tricoter un foulard qui va abrier toute la neige, là, ça fondra jamais. Fait que ça, c'est un X, ça n'a pas marché. Ensuite, il a mis plus de chaleur dans la maison, il s'est mis en shorts, fait que là, ça, c'est mes shorts. Puis, il a ouvert toutes les fenêtres pour essayer de faire fondre la neige avec la chaleur de la maison. Un X, parce que ça aussi, ça n'a pas marché. Ça, dans sa classe, ils ont couvé des petits poussins avec des lampes. Fait que là, les lampes émettaient de la chaleur. Fait que là, il a sorti plein de lampes dehors. Ça n'a pas marché, là. Ça a fait fondre juste une partie. Un X là-dessus. Ensuite, il y a le feu. Il a fait un feu dehors. Ça n'a pas marché non plus. Ensuite, ben, ça a fonctionné, mais pas assez pour faire fondre toute la neige dans sa ville. Puis ensuite, il a pris sa souffleuse, puis il a essayé de souffler ça chez le voisin. Là, lui, il était content, mais il a réalisé que les autres voisins avaient encore de la neige. Fait que là, j'ai apporté les enfants à trouver des idées d'une autre solution, ou quoi d'autre est-ce qu'ils pourraient faire pour se sauver de l'hiver. Puis ça finit que il joue dans la neige. Là. Ça, c'est une luge avec une montagne. Là. Il finit par jouer dans la neige avec les autres enfants, puis il recommence à aimer l'hiver. Fait que là, on a fait un résumé, puis là, je leur ai dit exactement où est-ce qu'on voulait inclure notre tâche d'écriture. Fait qu'on a le point d'interrogation. Fait que là, les enfants ont soulevé des idées. Ici, on avait l'idée, un enfant qui a sorti de rapprocher le soleil de la Terre. Fait que, ça peut être fantaisie autant qu'on veut. Là. Fait que l'enfant voulait rapprocher le soleil de la Terre. On était pour aller avec une corde, tirer le soleil. Ensuite, on voulait... Je me souviens plus les pingouins, là. C'était quoi, là? Ensuite, un enfant qui avait sorti l'idée de mettre de l'eau bouillante sur la neige pour faire fondre. Ou un autre enfant a dit, ben, il devrait juste s'en aller dans les pays chauds pour la saison hivernale. Fait que là, ensuite, on a voté, c'est pour ça les chiffres.
Donc, 8 élèves ont choisi que l'enfant était pour s'en aller. Fait que là, ça, c'était notre première idée. Ça, c'était notre idée de comment est-ce qu'Antoine était pour survivre la période hivernale. Donc, ensuite, on a fait des votes. Est-ce qu'il s'en allait en Hawaï, en Afrique, ou un autre enfant a sorti en Tahiti. Là, je pense que j'avais écrit. Donc, c'est l'Hawaï qui a gagné. Notre enfant s'en va en Hawaï. Ensuite, qu'est-ce qu'il était pour faire? Là, il était pour se baigner dans la mer. Puis, il était pour être heureux là, parce que là, il y avait de la chaleur. Fait que ça, c'était comme notre plan d'écriture. Ça, c'était notre phase de planification pour le jour 1. Ensuite, on a eu... Oh, désolé. La phase de rédaction. Donc, Antoine, chaque idée était générée par un enfant. Fait que là, c'était vraiment un tout avec tout le monde. Tout le monde donnait leurs idées. Fait que la première phrase, c'était Antoine s'en va en avion. Là, je sais qu'il y a des erreurs, là. C'était intentionnel. Je l'ai écrit comme les enfants me l'ont dit. Fait qu'il va à Hawaï, Antoine se baigne dans. L'enfant avait dit le océan, puis il y a un autre enfant qui a soulevé l'erreur, fait que c'est pour ça que c'est corrigé. Il revient, là, il avait dit à la maison, et c'est l'été, il n'y a plus de neige et il est content. Fait qu'il y a certaines erreurs qui ont été corrigées pendant la phase de rédaction par d'autres enfants où je les questionnais. Puis il y en a d'autres qu'on a corrigés pendant la phase de publication. Donc ça, c'était le texte qu'on a rédigé ensemble. Puis ensuite est venue la phase de publication où on a tout mis ça au propre, puis on a généré des images avec l'intelligence artificielle. Donc, Antoine s'en va en avion, il va en Hawaï, j'ai fait les comparaisons à ou en. Puis, je vois pas Antoine se baigne dans l'océan, il revient à la maison et c'est l'été, il n'y a plus de neige et il est content. C'était les idées que les enfants ont ressorties. On a imprimé la page du livre, on l'a mis dans le livre, ils l'ont même laminé, puis là, le livre a un nouveau titre, puis on a ajouté que l'auteur, c'était... je me souviens plus c'était qui l'auteur de ce livre-là. Là. Ah, c'était quelque chose Fontaine, Valérie Fontaine, en tout cas. Et la classe de telle année. Fait qu'il y avait comme 2 auteurs, vu qu'il y avait 2 parties. Fait que les enfants étaient super excités, qui ont contribué à la rédaction du livre et à l'amélioration. C'est pour ça vraiment les 3 phases pour la LIE primaire. C'est certain qu'il y a des beaux liens entre la LIE et les programmes cadres. La LIE Maths Jardin travaille beaucoup l'autorégulation, le bien-être, faire preuve d'autonomie. Il y a les enfants font beaucoup d'apprentissage en littératie. Ça démontre une attitude positive envers la lecture. Ça permet de parler de conscience phonologique, ça permet de parler d'habileté de lecteur émergent, la compréhension. Ça permet de développer aussi un sens critique avec les inférences, exprimer des réactions à l'égard de diverses productions. La LIE primaire aussi a un gros lien avec le programme cadre. Comme on a vu, là, ça touche plusieurs domaines, puis c'est le fun parce que ça peut être en lien avec le profil de classe, les enseignements, puis les interruptions. Ça pour les programmes cadres. Donc, une petite question, on approche la fin. Selon vous, la LIE développe quelle fonction exécutive? Dernièrement, on parle beaucoup de fonctions exécutives, il y a beaucoup plus de formation continue là-dessus. Le rôle des fonctions exécutives dans l'éducation, dans l'enseignement de la lecture et de l'écriture. Puis c'est certain que la LIE nous apporte à travailler plusieurs fonctions exécutives. Donc, il y a une petite idée. Non, ok, je vais y aller. Donc, c'est certain qu'on a la flexibilité cognitive parce que c'est l'habileté de prendre en considération diverses informations en même temps puis faire le changement entre chaque. Fait que pendant l'écoute du texte, l'enfant doit prendre en considération les personnages, la ligne de temps, les diverses scènes afin de comprendre et de faire des inférences puis prendre aussi en considération des mots qui forment des phrases, et qu'il y a plein d'aspects là, que l'enfant doit jongler.
Ensuite, on a aussi beaucoup l'inhibition, fait que l'enfant est appelé ou à supprimer de l'information non pertinente ou même qui le distrait, tout en maintenant le focus sur l'histoire, sans partir dans ses propres pensées, ou sans, puis il doit ignorer les distractions, les images sur les murs, les autres élèves qui font du bruit, fait qu'il doit inhiber tout ça, là. Ensuite, on a aussi la mémoire de travail, qui est l'habileté de maintenir l'information dans notre tête pour compléter une tâche. Fait que là, la LIA, ça nécessite de maintenir les détails de l'histoire, se construire une représentation mentale de l'histoire aussi, et cohérente, puis ajouter des nouveaux détails au fur et à mesure qu'on en a. Puis même la LIA, la conscience phonologique nous apporte beaucoup dans la mémoire verbale, où ils doivent manipuler les sons, manipuler l'information qui leur est donnée pour ensuite créer de nouveaux des mots ou reconnaître les sons dans les mots. On a aussi l'organisation, la planification, où c'est l'habileté à mettre de l'ordre dans la nouvelle information, de l'organiser, de la planifier, se créer un système pour compléter une tâche. Puis ça peut être aussi l'organisation de l'histoire. Il faut connaître que l'histoire est organisée d'une même structure. Donc, il y a un début, un milieu, une fin. Puis il faut planifier comment on va l'expliquer, comment on va la résumer. Ça en touche plusieurs autres aussi, là, Karine, de soulever la méta, qui est vrai, la métacognition aussi, c'est travailler dans la LIA. Il y en a plusieurs. Ensuite, là, je tombe dans les types d'enseignement, où on peut prendre en considération divers types d'enseignement dans la LIE. C'est certain qu'on n'a pas besoin, on ne veut pas toujours être seul quand on fait de la LIE. Fait qu'il peut y avoir divers types de façons de le faire si on a la possibilité d'avoir un autre adulte dans notre salle de classe, si on a le luxe d'avoir une intervenante ou d'avoir une EPE, surtout en maternelle jardin. Un type peut être un enseigne, un observe. Celui-là qui observe peut être plus pour appuyer avec les comportements, la gestion des comportements, les distractions chez les enfants. Il peut y avoir aussi un co-enseignement où les deux adultes sont en avant ensemble et un adulte lit l'histoire, l'autre adulte fait les interruptions, puis ils se complémentent un petit peu là, ensemble. Ou aussi il peut y avoir un enseignement en parallèle où l'enseignante fait la lecture avec un groupe en avant, puis un autre adulte fait l'enseignement avec un autre groupe. Fait que s'il y a différents concepts que les enfants doivent travailler, il peut y avoir deux lectures en parallèle qui travaillent deux différentes choses. Fait que c'est des possibilités d'enseignement dans la LIE. C'est ouvert. Il y a plusieurs possibilités. Ça, c'en est trois. Mais quand vous avez le luxe d'avoir un autre adulte dans votre salle de classe, c'est des possibilités là, que vous pouvez cibler pour faire l'enseignement de la LIE. Et puis, donc ça, c'est un petit résumé. Ça tire à sa fin. Donc, un résumé de ce qu'on a vu. Juste la comparaison entre les deux. Donc, la LIA en maternelle jardin est sur une semaine, sur 4 jours. La LIA primaire s'étire sur 2 semaines, pour un total de 6 jours dans ces 2 semaines-là. La LIA mat jardin, les interruptions sont souvent prédéterminées. C'est facile de se développer des trousses qu'on peut réutiliser à chaque année. Tandis que la LIA primaire est souvent avec le profil de classe. C'est si on voit qu'il y a un concept ou une graphie complexe que les enfants n'ont pas tout à fait maîtrisé, c'est quelque chose qu'on peut faire pendant la lecture, les cibler. Si la fusion phonémique, la fusion des sons est plus difficile, le décodage, c'est vraiment les interruptions sont déterminées selon le profil de classe, puis ça peut varier à chaque année. Parce que c'est pas toujours les mêmes profils de classe qu'on a. Ensuite, les deux types de LIE touchent le vocabulaire littéraire. C'est certain qu'il y a une tâche d'écriture dans la LIE primaire, puis il n'y en a pas dans la LIE maternelle jardin. Puis les deux types de LIE touchent les fonctions exécutives. Donc, c'est à ce point-ci, dans la soirée, que je vous encourage fortement de passer à l'action dans vos retours au travail, dans vos milieux de travail. Je vous encourage de faire des enseignements explicites à l'aide de livres, de lire en avant de vos élèves, d'essayer certains concepts. Même si vous ne les mettez pas en place tout en même temps, je vous encourage fortement à les essayer dans vos salles de classe.
puis de passer à l'action, faire des tentatives, voir ce qui fonctionne avec votre salle de classe, puis je vous lance au défi. Donc, je fais un retour sur nos résultats d'apprentissage. Je les ai toutes cochés parce qu'on les a toutes vues. C'est certain, je m'étais assurée qu'on les voit toutes, mais elles sont toutes là. Puis ici, je veux juste faire un petit coup de pouce à Pascal Lefebvre, qui est celui qui a développé la LIE. Je sais qu'il donne plusieurs formations. J'ai vu son information contact. C'est lui vraiment le gourou de la LIE. Puis il est au courant que je vous parle de ça ce soir. Donc, son information est dans la présentation originale. Puis c'est ça, c'est un orthophoniste de formation. Sur ce, j'aimerais vous remercier de votre participation. Ça a été agréable de passer. Moi qui s'attendais de pas avoir assez de contenu pour remplir le temps, mais finalement, j'en ai eu suffisamment. Ça a passé vite de mon côté, j'espère pour vous. C'était vraiment plaisant. Je vous remercie d'avoir participé, d'avoir jasé avec moi. Puis, je vais vous mettre un lien dans le chat pour l'appréciation de cette formation. Donc, merci beaucoup, puis c'est très apprécié. Je vous remercie d'avoir pris le temps de votre soirée pour être avec moi. Merci, c'était très intéressant. Merci. Et moi, je prends la parole justement, Josiane, pour te remercier. Quand tu avais ta diapo tantôt qui disait « passer à l'action », eh bien, je pense qu'après cette formation, c'est facile parce que tu nous as donné, le goût, 2, après ça, des stratégies. Puis 3, c'est vraiment une prise de conscience par rapport à l'importance que la lecture peut avoir à nos élèves. Alors, je te dis un grand, grand merci. Et j'arrête à l'instant l'enregistrement et je reviens avec un dernier commentaire.